Je m'appelle Pierre. J'avais envie de me lancer un nouveau défi cette année à l'occasion des JO. Vous proposer des vidéos et podcasts sur les sportifs emblématiques du territoire. Comment le sport les a aidés à se construire, à développer leur personnalité, à améliorer leur confiance en eux. Mais aussi parler de dépassement de soi, d'abnégation, de résilience, de courage et de performance. Et avec nous, on va découvrir comment, pourquoi et avec quelle force ils ont réussi à être ce qu'ils sont. J'ai hâte de partager avec vous cette nouvelle expérience. Alors rejoignez-nous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit Joseph. Sa spécialité, le rugby. Il est capitaine du Rugby Club de Vannes. Rencontre avec Joseph Edwards. Alors Joe, c'était pour moi très important de venir en forêt. Pour moi, il y a énormément d'énergie dans les espaces naturels. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la culture maori? Oui, justement, la nature, c'est quelque chose que les Maoris, des anciens, ils ont utilisé les ressources naturelles de la forêt, de la mer, pour cultiver et récupérer des ressources pour manger, mais aussi pour vivre et habiter. Et puis, on se sent à l'aise, on va dire, dans ces zones naturelles, parce qu'en fait, c'est ça la vraie vie, c'est ça, on a devenu de là. Avant des grands bâtiments d'aujourd'hui, il n'y avait que la nature avec les petits, nous on va dire des marailles ou des choses qui sont simples. Donc ouais, forcément, un lieu comme ça donne l'énergie, ça donne un souffle à la vie de tous les jours aujourd'hui que nous on vit, parce que les réalités, c'est pas trop ça aussi non plus, que les ressources humaines a fait en sorte que, on est en 2024 et qu'il y a plein de grandes choses, mais aussi de ressourcer et puis de revenus ou de revenus à les bases, c'est quelque chose qui est hyper important à les Maoris et les coachs Maoris. Ouais. Et toi, personnellement, t'es plutôt plage ou montagne? Moi, je suis plutôt plage. Ok. Moi, je suis plutôt plage, la mer. Ouais, il me faut la mer dans ma vie. Donc, Je crois que t'aimes bien la pêche. ouais, j'adore la pêche, ouais. J'adore la pêche, ouais. Donc tu Donc, pratiques pas mal de sports. Oui, J'ai vu que tu faisais du golf. oui, Tu as aussi fait pas mal de saut élastique. oui. Alors, J'en ai fait quelques-unes dans ma vie. Et puis, bon, j'ai le vertige. t'as le vertige? Bah, Comment ça, t'as le vertige? en fait, C'est pas c'est possible. bizarre. C'est bizarre quand tu fais le saut élastique et que tu as envie de sauter de nez en pleine que tu as le vertige. Mais oui, justement, je déteste être en haut, ou même quelques mètres. Pour moi, je tremble. Et là, on est clairement dans le dépassement de soi. Ah oui, mais Comment tu fais? Explique-nous. Écoute, j'ai toujours eu cette envie de me dépasser, se passer mes peurs, parce que c'était toujours un challenge pour moi, en fait, de conquérir ces peurs et ces grands trucs qui plus nous retiennent. Et donc moi, je me suis dit à mon fils, je lui ai dit, voilà, faut faire ça, mais je ne peux pas dire pour aller vers l'avant, pour se relever, pour conquérir ces peurs, ces contraintes, que si moi je ne le porte pas de la même façon. Donc j'en ai fait quelque sorte d'élastique de la Sky Tower en Nouvelle-Zélande, qui est de 330 mètres. Ok, donc à peu près comme la Tour Eiffel, quoi. Voilà. Et bon, j'ai pas sauté de 330 mètres, mais ils ont un saut, je crois, c'est à peu près 200 mètres. Donc, ouais, qui est pas mal. Oui, 200 mètres, oui. Ouais, c'est comme C'est pas rien. un petit 200 mètres, ouais. Mais non, c'est pas mal. Et puis après, il y a une source de pont qui était 60 mètres, je crois. Donc, Ok. ouais, c'est des choses Alors- comme ça qui me donnent envie, en fait. C'est bizarre. Tu parles de la peur et de la gestion de la peur. Oui. Et justement, on a envie de se dire, un grand gaillard comme toi, Ouais. est-ce que tu as peur quand tu rentres sur le terrain? Je pense que je suis pas peur, mais j'ai ces fourmis, et j'ai des papillons dans la ventre, des choses comme ça, parce que faut vraiment être courageux. Il faut être courageux parce que moi je pèse comme tu m'as dit tout à l'heure, je pèse 117 kilos, je suis 1m93, voilà, je suis un beau bébé, mais parfois je suis un petit bébé à côté des autres. Il y a des mecs à 2 mètres qui fait 150 plaques et il faut aller le plaquer. Il faut aller vers l'avant. Il faut avoir la volonté. Donc, et après, il y a la pression des
de gagner, des victoires. Aussi, je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui joue un sport professionnel qui a envie de perdre. C'était interminable la finale, de minute 1 jusqu'à la 82e minute. On a joué. C'était le match avec le plus de temps de jeu dans l'année, dans toute la saison. On a surpassé notre deuxième match, on va dire, de 7 minutes. 7 minutes, c'est énorme. C'est énorme. On a eu un temps de jeu de ouf. Et ça n'arrêtait pas, ça allait à gauche, à droite. Et ils ont franchi notre ligne offensive, on a revenu, on a défendu, on a le combat. C'était monstrueux. L'esprit de l'équipe, et je pense que ça est revenu à ces discours qu'on se dit tout le monde, les yeux dans les yeux, le veille de match, comme quoi, en fait, c'est cette ligne qu'on a créée, le veille, qui nous avait porté ce courage, ces défenses monstrueux dans la finale et une attaque qui était tous sur la même page. Et voilà, j'étais émotionnel en tant que dans le match. On a eu beaucoup d'émotions parce qu'il fallait être froid dans la tête, mais avoir le feu dans la cour pour aller battre. Le combat très rude le match de lui-même. Et c'était déjà un marathon. Une saison de Pro D2 ou de Top 14 en France, c'est un marathon. Mais après le match de lui-même, c'était long. Et en fait, à la fin, là, avec le stress, il en restait pas beaucoup. On était déjà dans la 80e minute. Ils avaient le ballon. Nous, on a récupéré le ballon. Et puis, est-ce que tu te souviens, lorsque l'arbitre a sifflé, Ah, qu'est-ce que tu as fait en premier? Moi, j'étais parti. Ouais. J'étais dans le rack juste avant que la balle a sorti. J'étais parti, il y avait 2 personnes sur moi. Moi, j'étais ce fil quitté. Et en fait, tous les deux, on ne sait pas, il y a tout le monde sous nous. Donc, on ne voit rien. On voit pas quelque chose. Mais on a su que le temps est fini. Et on entend juste le sifflet. Et je le prends comme ça. Et je dis, on est en top 14. Et c'était incroyable. Et après, on se relève, on voit tout le monde débordé. C'était magique. Et c'est quelque chose que, parmi des Bretons qui sont déplacés, 10 000 Bretons qui sont déplacés 9 heures de bus, 7 heures de voiture, tout ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Quand je regarde des images encore nouveaux, je suis impressionné par la passion, les émotions qui ça donnait à la ville. Ici, encore 10 000 personnes, 15 000 personnes sur les remparts en train de regarder le match. On avait 10 000 avec nous, il y a 30 000 personnes en train de regarder 30 000 Bretons présents à Vannes ou à Toulouse en train de regarder le match. Et c'était incroyable. Alors justement, tu parles du peuple breton. Ouais. Est-ce que tu es sensible à la musique bretonne? Franchement, je commence à danser. Ah bon? Ouais, je commence à danser. C'est pas vrai. Ah, j'adore. Et moi, j'adore toutes les chansons aussi. En fait, en Nouvelle-Zélande, c'est un pays hyper jeune. On a 220, même pas 30 ans. Donc, c'est un pays très jeune. Et on n'a pas cette culture qui date depuis toujours. Avec ses différents gestes, ses envies, ses cultures, ses religions aussi, qui n'est pas la nôtre d'où je viens. Mais j'ai créé ça avec grand plaisir parce que c'est des gens qui vivent bien et qui sont gentils et qui sont juste des bonnes personnes. Donc moi, ça m'a fait rire parce que c'est des choses que j'ai jamais connues. Mais en même temps, c'est des choses que maintenant j'en fais moi-même. Donc. Mais c'est vrai que dans la culture maori, le chant et la danse mais sont c'est très important. donc. Exactement. Pour nous, c'est l'haka. C'est l'haka. C'est aussi il y a des chants, il y a des chants, il y a des chansons qui sont en plus comme des chants, comme des cris. Mais oui, c'est hyper présent dans ma culture aussi. Et c'est juste une différente culture. Alors justement, tu parles du haka et on a souvent tendance
à penser que le haka s'utilise uniquement lorsqu'on va au combat, D'accord. notamment sur les matchs de rugby. Oui. Or, le haka est aussi célébré pour les mariages, pour Exactement. les naissances. Exactement. Tu peux nous en dire un peu plus sur En fait, sur le haka? l'haka, c'est un mot de respect. En fait, à l'époque, c'était pour aller à la guerre. En fait, chaque tribu a eu son propre haka, ou chaque même homme. C'est une histoire. En fait, c'est aujourd'hui, moi, je suis Joe Edwards, je suis 31 ans. Et en fait, c'est pour décrire une histoire qui s'est passée dans ma vie, pour décrire quelque chose que je vais faire. En fait, voilà, ça fait partie de l'histoire Naka. Et que chaque tribu a eu ça à l'époque pour aller se confronter, affronter l'adversaire. Et c'était juste ces respects avant que, du coup, ils sont battus, ils ont tué l'autre, qu'ils ont dit, ok, moi je suis là aujourd'hui, il y a mon famille qui est à la maison que je représente. Il y a aussi tous mes anciens qui sont passés avant moi et mes enfants qui vont peut-être prendre ma place dans le futur. Est-ce que tu te projettes un petit peu sur l'après? Est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu veux bien en parler? Ouais. Euh, Oui, c'est quelque chose, il faut aussi, là j'ai 31 ans, le rugby ça va arrêter un jour et puis chaque année le cours il prend un peu plus cher et puis ça prend un peu plus de temps de récupérer des impacts et des choses comme ça. Donc forcément maintenant plus qu'avant, ça projette vers le futur. Ça prend, ça donne un peu plus de temps. Donc ouais, moi je veux rester dans le milieu du rugby quand même. Je ne suis pas sûr exactement quelle position je veux prendre en tant que retraité, mais dans le même milieu. Mais ouais, en tant que coach ou peut-être agent de joueur, ça peut m'intéresser. Est-ce que tu es très attaché à la Bretagne? Est-ce que dans 10 ans, tu te vois encore vivre en Bretagne? En Bretagne, comme j'ai expliqué, c'est quelque chose et c'est l'endroit qui me fait sentir à la maison. Donc de ces côtés-là, je peux dire oui. Après, je suis dans un milieu qu'avec le rugby, forcément, on est sur des contrats. On est sur des contrats qui durent 1, 2, 3, 4 ans si on est chanceux. Mais voilà, je ne peux pas me dire que je vais être là dans 10 ans, mais je peux me dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment bien. Tu es vraiment bien. Ouais. C'est un petit Auckland? Ouais, c'est un petit Auckland. La région de Vannes? Ouais, c'est la région de Vannes, de Morbihan, c'est vraiment un petit Auckland. Ouais. C'est vrai que Auckland est parmi les 10 villes les plus agréables du monde. Oui. Des volcans, des glaciers, Ouais. des plages subtropicales, des Ouais. forêts primaires. Oui. À Vannes, tu retrouves un petit peu cette diversité de paysages. Oui, c'est clair que personnellement, je retrouve toute cette diversité de paysages que j'ai à ma disposition aussi en Nouvelle-Zélande. Et que d'aller balader dans les forêts comme ça, ou d'aller se mer qui est entre 10 et 15 minutes de chez nous, c'est très bien. Ça, c'est vraiment magnifique d'avoir ces opportunités de faire ça quand on veut. Donc, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important et d'être avec les gens qui sont bien. Donc, et là, on retrouve beaucoup ici en Bretagne aussi. Donc, ouais. Alors il y a une petite anecdote que tu me confirmeras ou pas. Il paraît qu'en Nouvelle-Zélande, tu as plus de moutons que d'hommes. Ouais, c'est en train de réduire quand même. Parce que je crois que c'était en 2000. Il y avait 17 moutons par personne. 17 moutons par personne. Alors aujourd'hui, on est sur un chiffre de 9 moutons par personne. Donc, ouais, je ne sais pas pourquoi ça diminuait comme ça. Mais bon, c'était marrant. J'ai trouvé ça en 2020, j'ai vu cette nouvelle stat. Donc 20 ans après. Et il y a une information aussi qui m'a un peu interloqué, c'est les langues officielles en fait Oui. en Nouvelle-Zélande. Ouais. Tu as donc l'anglais, le maori Oui. et le langage des signes. Le langage de signes, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé beaucoup, je pense, depuis les années 2000. Mais oui, je pense que c'est quelque chose, par exemple, parmi les infos. Dans les infos à 18h, tu as des petites personnes de signes dans un coin là qui montrent ça. Donc, moi, je sais pas pourquoi ils ont mis plus de temps, investi plus des ressources de montrer ça, mais je trouve ça bien aussi. Je trouve ça bien parce qu'il y en a beaucoup peut-être qui ne l'entendent pas.
Tout à l'heure de la culture maori, Oui. il y a quelque chose d'unique en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a certains volcans, certaines Oui. montagnes, certaines Oui. rivières Oui. qui sont des personnalités juridiques pour justement être protégées. C'est dire combien l'espace naturel est extrêmement important en Nouvelle-Zélande. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de monde, les gens qui connaissent la Nouvelle-Zélande parmi un livre, un film, des voyages, ils peuvent tous dire que la Nouvelle-Zélande est vert, c'est très naturel. En fait, il y a des grandes villes, oui, comme Auckland, comme Wellington et d'autres, mais entre toutes ces villes, il y a beaucoup des arbres, des espaces verts, de la nature. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de protéger ces réserves, ces zones, parce que en fait, c'est ça qui fait beau, c'est ça qui est beau par rapport à la Nouvelle-Zélande, c'est que on est riche en nature et qu'on peut aller balader, on peut aller faire le vélo entre les arbres et tout ça. Et ça, dans d'autres pays, c'est limite. En fait, nous, on a une plage qui tient 95 km. Une plage. Mais après, ils ont dit, voilà, on peut aller prendre des chevaux dessus. On est à peu près à 23 heures d'avion de Paris. C'est pas trop dur de vivre loin de sa famille, Joe? C'est un peu dur, ouais. C'est un peu dur de vivre loin de sa famille, surtout à les fêtes, à les anniversaires. Oui, c'est des choix. C'est des choix de vie que j'ai choisi de rester en France, d'être là aujourd'hui. Et je suis très heureux. Je suis content avec ma vie où je suis aujourd'hui. Mais oui, parfois, il y a des coups de mou. Des coups de mou, comme par exemple la finale. J'aurais bien aimé que la famille était là avec moi. Et forcément, si j'étais en Nouvelle-Zélande, n'importe où c'était, ils auraient été dans les tribunes avec moi. Donc, c'est des moments comme ça que ça fait de waouh. Mais bon, comme j'ai expliqué, c'est des choix. C'est le choix d'habiter loin de sa famille et puis j'essaie de retourner au maximum possible, prendre les trêves de rugby et après on verra, je vais plus être lié en tant que rugbyman, mais peut-être coach ou agent et ça va donner des different vacances peut-être aussi, je sais pas, je vais pas dire. Si je te cite 3 animaux, tu me dis ce que tu en penses. Le gorille, le loup et le lion. Le gorille, le loup et le lion, c'est des choses qui sont tatouées sur mon corps là. Pourquoi? Parce que je trouve que ces animaux-là, ils ont des qualités et des statures qu'ils assument tout à fait. Parmi un homme, en fait. Moi, j'adore ces animaux. Déjà, je trouve le gorille, le lion et le loup majestiques. Ils sont vraiment super incroyables de les regarder visuellement. Mais après, je trouve dans les caractères de chaque animal important aussi. Le lion, on sait que c'est le roi de tout le monde, de tous les animaux. C'est le numéro un. Après, il y a pour moi, le gorille, c'est un mec, c'est un animal qui protège. Il protège sa famille à mort. Il va aller jusqu'à la mort pour sa famille et pour ses croyances. Donc voilà. Et puis le loup, ça revient à l'espace équipe. En fait, la force d'un loup, c'est de travailler en équipe. Donc en tant qu'homme, moi, en tant qu'homme et papa, moi, je me vois en tant que, OK, il faut être un leader comme un lion pour défendre qu'est-ce qu'il y a à moi et mes croyances. Mais après, il faut savoir travailler en équipe. Parce que si je ne travaille pas comme ça, si je suis tout seul, je suis moins fort. Si je travaille avec ma femme ou avec d'autres personnes, je suis plus fort. Donc, c'est de revenir à ces bases-là des animaux. Pourquoi j'adore. Pourquoi je les adore. Ouais. Donc je comprends mieux maintenant ton explication de ces 3 animaux. Et d'ailleurs, lorsque tu vois l'équipe en tant que capitaine, notamment cette année, tu disais, moi j'ai besoin de 15 guerriers sur le terrain qui savent ce qu'ils ont à faire, Oui. qui connaissent parfaitement leurs 30 combinaisons. Oui. Et s'il y a des erreurs, qu'ils puissent les admettre. Exactement. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi. Exactement, en fait. Et c'est quelque chose que on est vigilant dessus et puis que, OK, j'essaie de ne pas le crier dessus, mais je vais bien donner le piqûre de rappel si on est à la 20e journée et tu es en train de me faire une connerie de G1.
Donc il faut savoir, nous on a des combinaisons qu'on se met en place pour chaque équipe, pour les adversaires, parce qu'ils se défendent différemment que d'autres équipes peut-être. Et que nous on va aller exploiter, attaquer cette faille-là. Et si la personne qui est concernée, ça c'est son rôle d'aller dans cet espace-là, il a de retard ou il a oublié son boulot, pour moi c'est pas acceptable. Parce que on peut seulement gagner en équipe. On ne peut pas gagner en individuel. Sinon, on va jouer des sports comme le tennis ou comme, je sais pas, des golf peut-être. Parce que c'est des sports individuels, donc on n'a pas besoin de nos copains, nos amis. Mais dans le rugby, dans le milieu collectif, si moi je me trompe dans mon boulot, mais en fait mon copain il a le droit d'être dessus parce qu'il attend de quelque chose de meilleur de moi. Donc forcément, en tant que capitaine, en tant que leader d'une équipe, il faut savoir gérer, il faut savoir quand il faut vraiment discipliner les gars quand ils ont fait une connerie. Il faut aussi savoir de réunir l'équipe pour qu'on va tous dans l'avant. Il faut analyser le moment fort, le moment faible, et dire ok, maintenant, il faut analyser ça comme ça, tac, tac. Elle dit, bon, ça n'a pas marché, il faut qu'on y va comme ça. Ok, ils sont en train de faire ça, comment on va changer la situation pour que c'est positif pour nous. C'est toutes ces choses-là, il faut prendre du recul pour aller vers l'avant. Et voilà, je pense parmi mes expériences, ça me met dans une bonne position de gestion et de connaissance de ça à mon âge là aujourd'hui. J'avais pas ça quand j'avais 20 ans ou 21 ans en tant que joueur sportif et même en tant qu'homme. Et aujourd'hui, parmi mes expériences personnelles plus sportives, bah oui, j'ai la tête froide quand il faut et prendre les bonnes décisions. Joe, si tu avais un conseil à donner aux jeunes générations de rugbyman? J'aurais dit pour être comme une éponge, être à l'écoute et pas trop vite à parler en fait. Il y a beaucoup de des jeunes joueurs aujourd'hui qui parlent trop. Beaucoup de jeunes joueurs qui parlent trop aujourd'hui et ils croient que le rugby, peut-être ils ont des qualités exceptionnelles en tant que physique peut-être ou en tant que de lecture de jeu. Mais c'est des gens qui ont fait une bonne saison et après tout le monde connaît le jeu et puis la saison d'après, ils s'ennuient pas. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pour parler un peu moins, mais aussi on essaie d'être à l'écoute de nos jeunes joueurs et de savoir, ok, il fait intégrer toute l'équipe, ça c'est pas un souci. Il n'y a pas de problème pour ça. Tout le monde peut parler, discuter si c'est pour construire le jeu ou pour connaître sa rôle. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais il faut juste travailler. Joe, je voulais reparler d'une anecdote assez marrante avec toi. C'était en 2017. Tu joues avec l'équipe de Provence et tu arrives à Strasbourg. Oui. Et tu arrives sur le terrain. Bon, je ne vais pas tout dire. Il y a des clôtures en bois, mais est-ce que tu peux nous raconter le reste? Bah écoute, c'était un des premiers matchs avec Provence, c'est mon premier match extérieur je crois. 13 heures de bus déjà. J'étais impressionné par rapport à ça parce qu'à Bordeaux on a pris des bus mais c'était des petits trajets, sinon on a pris les trains et les avions. Mais oui, un des premiers matchs avec Provence, on jouait à Strasbourg. Pris le bus, tout ce que tu veux. On arrive jour de match, on arrive, voilà. Provence, professionnel, envie de monter Pro 2. Donc sérieux, rigoureux. On avait un coach, Patrick Prézy, qui est aujourd'hui manager de Grenoble. Et voilà, discours sérieux, on est là pour gagner les gars, tout ce que tu veux. Bon, on arrive au match. Et on débarque sur le stade. Déjà, je ne vois pas de tribune. Je dis, ok, d'accord. Pas de tribune. Il y avait un petit, on va dire, clubhouse. Mais pas de tribune. Bon, c'est pas grave, hein. Tu vois, j'ai su de passer à top 14 avec Clermont. J'ai Bordeaux-Clermont, mon dernier match. À Matmouth, il y avait 45-50 000 personnes. Et là, je suis en fédéral 1 National 1, 3e division, qu'il y aura plus ça en fait, mais c'était plus pour gagner le temps de jeu et tout. Donc, d'aller là-bas, on arrive sur le stade. Bon, je regarde, pas de tribune, je sors de bus, je vais dans la vestiaire. Bah, je te disais même pas quelle taille ils ont des vestiaires, on est tous comme ça là.
comme des sardines. Et je rentre sur le terrain. Est-ce que vous n'étiez pas trompé de terrain, Joe? Bah, je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici? mais non, on n'a pas trompé de terrain. Je rentre sur le terrain parce que j'analyse toujours le terrain avant le match. 2 heures avant le match, on arrive sur le stade, dans le stade, et puis j'aime bien me sentir le terrain, aller analyser, juste prendre un peu d'air, réfléchir, m'imaginer un peu comment on va attaquer le match. J'arrive, c'est ça. Déjà, l'herbe était comme ça. Et j'ai dit, waouh, ils ont sauté les moutons juste avant ou quoi là? Parce que franchement, il y avait des clôtures en bois, il y avait des poteaux en bois. Des poteaux en bois. Non, mais je te jure, des poteaux en bois, j'ai jamais vu ça depuis. Waouh, j'ai vu ça depuis. Je sais pas, dans les fermes en fait, t'as ça quoi. Donc je me dis, ouais, ils ont sauté les moutons 15 minutes avant le match. Et puis, on s'échauffe et tout. Et le moment qui m'a mis à terre et humble, c'est quand je me suis dit, on est en train de jouer un match. Je suis dans le même match que l'adversaire. Mais l'adversaire, en tant qu'échauffement, ils sortent chacune de le côté en tout ce qu'ils voulaient. Nous, on est tous en même temps nus. Le Provence Rugby, on était les Kappa, je crois, à la base. Et eux, ils sont sortis comme ça. Et je me suis dit, je me suis trouvé où là? Il y a 2 mois en arrière, il y avait 50 000 dans la tribune, on était tac, et là, il y avait 200 personnes, 300 personnes dans la tribune, dans le stade, parce qu'il n'y avait pas de tribune. Et l'adversaire qui a des chaussettes longues, des chaussettes courtes, des shorts différents. C'est un peu une caméra cachée. Hein. Ah, mais je me suis dit, mais c'est quoi ces blagues? Et puis, franchement, ils ont très très bien joué quand même. Tout le respect pour eux. Le match, nous, on a gagné, mais on a gagné 9-7, je crois. Ouais, on a gagné 9-7. Très dur aussi le match. Mais ouais, je me suis dit, quoi ça? C'est quoi ça? Et c'était un moment que je me suis dit, bon, on a tous commencé quelque part. Et il y a des joueurs de cette équipe-là de Strasbourg qui jouent en top 14 et en Pro D2 aujourd'hui. Donc ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. On peut commencer avec rien. Ouais. Et on peut aussi toucher les étoiles. C'était une belle image et c'est un hommage de ces joueurs-là qui sont réussi à sortir. Strasbourg, c'était le seul année qu'ils ont joué dans un championnat après, ils ont fait faillite. Mais ouais, pour moi, c'était une drôle expérience. Ah, oui. Et puis, mais match très dur. Merci de nous avoir raconté cette scène atypique, en tout cas, à Strasbourg. À Strasbourg en plus. Et que j'ai d'ailleurs levé, on m'a renseigné que voilà, il y a plein de choses qui se passent entre Strasbourg, France, Allemand, tout ce que tu veux, avec l'Union européenne qui sont dans les coins là-bas là aussi. J'ai dit ok, d'accord, ça m'intéressait plus. Mais oui, le jour de match, incroyable. Incroyable. Merci Joe. Joe, est-ce que tu es quelqu'un qui a des rituels d'avant-match? Alors je repense, tu sais, à Zinedine Zidane en 98, tu sais, chaussette gauche, chaussette droite. Est-ce que tu as des rituels, toi? J'en ai eu. Aujourd'hui, j'en ai quasiment pas. Bon, si, quand même, j'aime bien l'ordre. J'aime bien de faire des processus, un peu chaussée gauche, chaussée droite, de Zidane. Moi, j'aime bien me strapper, après faire ça. Je ne vais pas tout expliquer parce qu'il y en a plein de choses. En fait, il y a une autre de choses aujourd'hui qu'il me faut. Sinon, je me sens perdu. Mais à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais les caleçons. J'étais obligé d'avoir les mêmes caleçons. Et en fait... Attends. Obligé d'avoir le même caleçon? La même marque de caleçon. Okay. C'était pas le même caleçon. Parce que, là, c'est obsessionnel. Ah, c'était obsessionnel. Je me suis dit, mais en fait... c'était trop confortable. Donc je me suis dit, bon, j'ai vu celle-là, cette modèle-là, en noir. Boum. Les marques, ils ont arrêté de faire les caleçons. Je me suis dit, aïe. Oh, écoute, j'ai basculé un jour. En fait, quelqu'un me marchait dessus. Et donc, ça déchirait ma paire de caleçons, du coup. Et j'en avais plus. Je n'avais pas anticipé d'aller acheter d'autres. Bon, je me suis allé à le magasin, ils ne vendent plus. Oh là là. La catastrophe, j'avais besoin d'encore un paire pour la semaine d'après. Moi, j'ai joué un match, le prochain match, dans le fin paire, ça allait quand même. Donc je dis, oh c'est bon, c'est pas le caleçon.
Mais bon, c'était marrant. Mais après, ouais, c'était ça. J'avais les mêmes protège-dents. Bah, après, les protège-dents, au bout d'un moment, ça devient dégueu. Donc il faut changer. Donc c'est des choses que quand j'étais jeune et quand j'étais petit, ouais, j'avais vraiment des choses comme ça. Et même au niveau de bouffe, j'ai bouffé pas. Bon, j'étais pas terrible avec la nutrition avant le match quand j'étais jeune jour. J'ai bouffé un peu n'importe quoi, qu'est-ce que j'avais envie. J'ai bouffé des pâtes chinoises, j'en ai bouffé je sais pas, 7 avant le match. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien. Ça donne zéro bénéfice pour jouer un match Rapide. ouais, sucre rapide. De ouf. T'en mangeais 7 J'ai mangé 7 avant le match, j'étais comme ça, bon, je sais pas, 5 heures avant, 4 heures avant le match. Mais je me suis tout posé des questions. Pourquoi j'avais faim à la 61 minutes et j'ai crampé. Et après, on m'a expliqué, bah, je sais pas, j'avais 17, 18, 19 ans, quelque chose. Et puis après, on m'a expliqué avec le nutritionniste diététicien, il faut manger comme ça. Et forcément, j'ai plutôt mangé comme ça pendant la semaine, bien. Mais jour de match, parce que depuis j'avais 11 ou 12 ans, c'était comme ça. Donc j'ai toujours gardé ça. Et voilà. Mais c'était marrant. Aujourd'hui, c'est plutôt un processus juste me préparer pour sentir bien. Parce que quand on se sent bien, on peut jouer bien. Voilà. Alors, tu parlais de strap tout à l'heure, tu as eu ton opération du genou. Oui. Tu es à 200% là pour attaquer. Oui, franchement, c'est la première pré-saison que j'ai bien coupé pendant l'off-season. Et c'est la première saison que j'attaque là depuis, on va dire, quelques années, que je me sens vraiment bien au début. Je me suis préparé les derniers 10 jours avant la reprise pour avoir cette avance, pas forcément sur mon équipe, mais avoir cette avance juste mon propre de moi-même, pour que pendant ces pré-saisons-là, depuis on a repris, que je peux focaliser sur des choses plus explosives, plus dans le combat, de peser plus dans les impacts, des choses comme ça en fait. Donc je me sens vraiment bien. Donc Toulouse le 7, Ouais. on enchaîne avec le Stade Français. Oui. Après, ça Oui. fait quand même Ensuite Lyon, Toulon, Racing, il y a toutes des grosses équipes. Il n'y a, pas une petite équipe et puis c'est ça qui est beau. Tu sais qu'en tant que spectateur, Ouais. et je parle au nom des autres aussi, on attend avec impatience l'ouverture de la billetterie. Oui. Parce qu'on va tous se battre pour pouvoir aller voir Toulouse Ouais. et le Stade Français et toutes les autres équipes. Donc voilà, c'était un plaisir de te recevoir, vraiment un honneur de te recevoir, Merci. Joe. J'étais très ému de recevoir le joueur que tu es et toute la bienveillance que tu dégages. Je pense que tu es quelqu'un qui parle beaucoup avec le cœur et ça ne m'étonne pas que tu sois le capitaine du RCV. Et j'espère qu'on se reverra peut-être dans un autre endroit naturel, la montagne, la plage, qui sait. Merci Joe. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci de m'inviter dans cet endroit que je n'ai pas encore visité. Donc c'est sympa. Et merci de me partager toutes les expériences de votre boulot aussi et de qu'est-ce que toi et tes collègues faites avec les différents groupes ici en Bretagne. C'est super. Merci. La seule véritable mesure d'un homme, c'est de voir où il se trouve quand vient le temps de l'épreuve. Bah oui, en fait, c'est comme nous au rugby, quand on saute de le couloir et on rentre sur le terrain, c'est soit, en anglais on dit man or mouse, donc soit tu es un homme, soit tu fuis et tu prends, t'es une petite souris. Voilà, en fait, soit tu assumes d'aller vers l'avant ou voilà, tu pars. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Bah oui, il faut passer par des choses qui sont moins drôles pour avoir la beauté de qu'est-ce qui nous attend. Puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. S'adapter, c'est dominer.